Depuis maintenant 6 ans, Dalpé Millette est heureux de vous recevoir et de partager avec vous ses vues sur l'économie et les marchés financiers. Vous répondez à l'appel en grand nombre encore cette année. Nous vous en remercions. Mon allocution de l'an dernier a traité du Canada, des pays émergents et, pour l'investisseur patient, des opportunités de croissance intéressantes du marché boursier pour la prochaine décennie. Toutes nos présentations des dernières années sont disponibles en format vidéo sur notre site Internet dalpemillette.com. Celle-ci le sera également dans les prochains jours. Les habitués de cette allocution annuelle savent que j'essaie à chaque année de dépasser le cadre de la lecture des événements du jour et d'apporter un éclairage à une perspective plus longue, tout en tentant de prévoir les tendances à moyen et long terme, qui ne sont pas nécessairement celles qui préoccupent ou intéressent le day trader. C'est ce qu'on tentera encore de faire cette année. L'investisseur qui aime stresser doit être heureux depuis quelque temps. L'économie connaît une reprise pathologiquement faible. Les banques centrales expérimentent des politiques monétaires inédites et apeurantes. L'Europe fait encore jaser et les doutes subsistent sur sa viabilité économique et politique. Le monde est inquiet du ralentissement de l'économie chinoise. Les risques géopolitiques abondent. Les entreprises profitent de marges bénéficiaires records et insoutenables. Et les marchés financiers ne sont pas peu dispendieux. Remarquez que c'est toujours plus cool d'être un bear qu'un bull, d'être pessimiste qu'optimiste. Le vocabulaire des bears est tellement plus punché et coloré. Ils parlent de crash, de crise, de panique, de grande dépression, de récession. Tous des mots qui frappent l'imaginaire et qui ne laissent pas indifférents. Aussi, les bears sonnent plus intelligents et sérieux que les bulls, qui sonnent, eux, vendeurs et paraissent complaisants. Sauf que les bears souffrent depuis 2 ans, alors que l'indice boursier mondial, Morgan Stanley, a gagné 40 % et que l'indice des plus prudentes obligations a fait 2 % sur la même période. Il semble que nous vivions dans un monde dans lequel nous sommes résignés à être inconfortables. Les problèmes sont fort apparents, mais nous nous sentons malgré tout obligés de prendre des risques, espérant que les risques que nous assumons sont gérés adéquatement et que nous pourrons en sortir au moment opportun. Le jeu continue en l'absence d'un autre choc au système. Ce n'est pas que la Fed a atteint les niveaux de 2006, car le niveau de complaisance n'a pas atteint ce niveau, mais il semble que nous soyons engagés dans la même trajectoire de risque, malgré nos peurs. La plupart des intervenants dans le marché croient qu'une autre crise se produira, mais qu'en attendant, il faut continuer à danser pendant que la musique joue. Ainsi, les investisseurs et les gestionnaires sont en mode alerte au choc. D'où viendra le prochain? Par définition, un choc est une surprise au marché, quelque chose que peu de gens ont vu venir et qui devient trop gros pour être ignoré, ou qui survient à un moment où personne ne s'en attendait. Mais la recherche inespérée de rendements courants et l'assumation de risques sont clairement en évidence. L'émission de junk bonds ou de dettes corporatives de très faible qualité, en proportion de toute la dette corporative émise, est 2 fois et demi ce qu'elle était en 2006. Les emprunts adossés et l'utilisation de la marge pour l'achat d'actions en bourse sont de retour à des niveaux records, alors que les écarts de taux entre les meilleurs et les pires crédits continuent à baisser. Quelqu'un a désigné la période actuelle comme de la complaisance consensuelle. S'il existe une vérité universelle en économie et dans les marchés financiers, c'est que les périodes de volatilité réduite ne durent pas. Ce résultat est remarquablement constant à travers les diverses régions géographiques et économiques sur des horizons d'années, de décennies et même de siècles. Les périodes étendues de volatilité réduite, comme présentement, encouragent une sous-évaluation du prix du risque pour 3 raisons, selon Bank Credit Analyst. D'abord, les modèles de répartition d'actifs des gestionnaires utilisent la volatilité comme mesure de risque des marchés, mais mettent une emphase beaucoup plus grande sur l'expérience récente que sur l'expérience éloignée dans le temps. En d'autres termes, c'est comme s'ils projetaient le passé récent de volatilité dans le futur et faisaient fi
de la tendance de retour à la moyenne historique. Deuxièmement, cette expectative de volatilité réduite, donc de très faible probabilité de chute de marché significative, encourage les investisseurs à emprunter encore davantage pour investir. Par exemple, la dette sur marge pour les placements à la Bourse de New York en pourcentage de la taille de l'économie est tout près de son plus haut niveau jamais atteint en ce moment. Et troisièmement, une volatilité réduite implique une période allongée de hausse boursière. Et en raison des révisions trimestrielles de performance des gestionnaires de portefeuille et de la très grande compétitivité dans cette industrie, les gestionnaires de fonds ne peuvent tout simplement pas se permettre d'être sous-investis ou prudents, peu importe leur vue à moyen terme. Au fur et à mesure que les bears sont forcés à capituler, il n'existe plus l'équilibre sain des points de vue qui affectent l'évaluation des marchés. Les statistiques récentes montrent exactement cela, en ce que le ratio bull-bear est à un niveau presque record d'optimisme. La combinaison de ces trois éléments en même temps, typique des périodes de faible volatilité, fait en sorte que ça ne prend pas une grande déception ou surprise dans les marchés pour provoquer une correction significative des prix, qui, pour l'œil, peu averti, peut sembler exagérée. Ce n'est pas en soi que la nouvelle était si mauvaise, mais que l'évaluation du marché le rendait vulnérable. Lorsqu'on est debout sur le trottoir, ça prend un grand coup de vent pour nous renverser. Mais une très faible brise peut provoquer le même résultat si on est en équilibre sur un fil de fer. Ceci étant dit sur le risque de volatilité à court terme, je tiens plutôt à vous parler de volatilité et de rendement à long terme. Je fais ce métier depuis près d'un quart de siècle. Si on me demande quelle est la principale erreur que je constate chez les investisseurs, et ce, année après année, je réponds, ils adoptent une stratégie de placement qui met une emphase nettement exagérée sur la protection de la volatilité à court terme aux dépens de l'atteinte d'un rendement supérieur à long terme. Les investisseurs font usage beaucoup trop du microscope et pas assez du télescope. Ce qui en soi est surprenant si l'on considère que l'horizon de placement de l'investisseur typique est de 25 à 50 ans. J'affirme qu'il est bien plus profitable d'apprendre à gérer le stress qu'occasionne de temps à autre un marché boursier agité que d'adopter une stratégie qui est exagérément conservatrice. Winston Churchill a dit que plus on regarde en arrière, plus on voit en avant. Ceci nous a inspiré lorsqu'il y a 2 ans, lors de notre allocution annuelle, nous faisions une rétrospective de 221 ans de marché boursier et affirmions que, si l'on combine un marché boursier relativement peu dispendieux, avec le ménage en train de se réaliser au niveau financier mondial, le potentiel de hausse des cours est substantiel. Nous prévoyons à ce moment que la prochaine décennie serait très propice au marché boursier, surtout quand on le compare aux autres alternatives de placement. Force est d'admettre que les dernières années nous donnent raison à date. Qui peut dire où s'en va le marché à court terme? Mais surtout, en quoi ça importe sur le rendement de mon portefeuille pour les prochains 25 ans? Sur de longues périodes, ce qui compte est la relation entre le marché boursier et l'économie réelle. Celle-ci inclut la croissance économique globale, les bénéfices des entreprises, le niveau des taux d'intérêt et l'inflation. Les soubresauts qui se produisent à l'occasion finissent toujours par n'avoir qu'un impact de courte durée et s'effacer devant la tendance lourde de l'économie réelle. Ainsi, si l'économie croît au rythme moyen de 2-3 % des derniers 50 ans et que l'inflation demeure sous contrôle, les investisseurs devraient connaître un rendement annuel moyen de 5 à 7 % avant inflation au cours des prochains 10 ans ou 20 ans, comme c'est le cas depuis 50 ans et même depuis 221 ans. Le marché boursier est un des indicateurs les plus difficiles à prévoir à court terme, mais c'est aussi un des plus faciles à prévoir à long terme. C'est vrai aussi pour l'économie en général. Les économistes ont une bonne fiche à long terme, mais comme disait quelqu'un, à court terme, ils ont prédit 9 des 4 dernières récessions. Le chiffre étonnamment constant de rendement de 5 à 7 % après inflation
ou autour de 7 à 10 brut, ne tombe pas du ciel. Il est la conséquence naturelle des forces économiques qui découlent de la performance globale à long terme des compagnies et des industries et des relations entre la croissance économique, les bénéfices des entreprises et du rendement du capital et comment ils sont transmis au rendement des actionnaires. Il est vrai que les actions ont nettement sous-performé les obligations au cours des derniers 12 ans, les investisseurs souffrant de 2 marchés baissiers en baisse de quelques 50 chacun. Il est clair que ces événements ont fortement influencé les statistiques, de même que celle du rendement des obligations qui a bénéficié de la baisse des taux d'intérêt jusqu'à atteindre presque 0 Mais en regardant en avant, à notre avis, les forces de retour à la moyenne vont favoriser le prix des actions et pour une période plus longue que ce que les gens anticipent. Après 2 récessions en 12 ans, les excès économiques et financiers du secteur privé ont été pas mal nettoyés, réduisant d'autant les risques d'une autre récession dans un avenir approché. Malgré toute la recherche des grands investisseurs, l'accès technologique à du trading ultra rapide, l'inside trading et autres, vous serez surpris d'apprendre que l'investisseur individuel dispose d'un grand avantage par rapport aux investisseurs institutionnels. Et c'est le temps. Vous tentez de financer votre retraite dans 20 ans. Les gestionnaires de hedge funds doivent aller chercher des clients chaque mois. Vous devez épargner pour l'éducation de vos enfants dans 10 ans. Les gestionnaires de fonds mutuels frétillent à propos des chiffres du prochain trimestre. Vous pouvez porter un regard dans le temps. Le trader se préoccupe des prochaines secondes. La plupart des gestionnaires professionnels ne peuvent se préoccuper ni du moyen ni du long terme, même s'ils le voulaient. Mais vous le pouvez. Nous produisons annuellement un tableau qui montre le rendement et la volatilité de divers profils de portefeuille au cours des derniers 50 ans. Vous avez en main, le petit rouleau que vous avez, ce tableau. Les hypothèses de calcul sont présentées dans ce tableau-là. Je vous demanderai de le regarder. On va passer 1 minute sur ce tableau. Nous produisons ce tableau-là depuis plusieurs années. Si vous regardez le premier bloc en haut à gauche qui s'appelle « Description des profils de portefeuille », alors ce que ça l'indique, c'est que nous avons fait passer à travers les 50 dernières années 5 types de portefeuilles, allant de portefeuilles 100 titres à revenus, obligations, ou 100 actions. Les résultats de ces différents profils-là, les résultats sont présentés sous l'historique de performance des profils. Vous avez le premier bloc en haut à gauche où il y a un 1, période de 1 an. Alors, ça nous montre que, par exemple, le portefeuille revenu, la moyenne de rendement des 50 dernières années a été de 8 alors qu'à l'autre extrême, le portefeuille action, la moyenne de rendement au cours des 50 dernières années a été 10,2 Donc, un portefeuille 100 action a fait quelque chose comme 25 de plus qu'un portefeuille 100 revenu. Bien entendu, 8 vous regardez portefeuille revenu, ça a l'air pas mal quand les taux d'intérêt sont 2 Alors, c'est sûr que ces chiffres-là sont fortement influencés par le fait que depuis 15 ou 20 ans, les taux d'intérêt ont baissé de façon substantielle et ça a bonifié le rendement des titres à revenus. Et c'est moins évident que c'est ce qui va se produire au cours des 5, 10, 15 prochaines années. Et autant au niveau des actions, le rendement de 10,2 lui aussi est affecté par le fait que la plupart des bourses du monde aujourd'hui sont à peu près au même niveau qu'il était il y a 13 ou 14 ans. Donc, ce tableau-là présente un chiffre élevé pour les titres à revenus à cause du contexte des derniers 15-20 ans et un rendement plus bas à cause de l'environnement de marché boursier depuis une douzaine d'années. Là, vous dites, bon, bien 8 10,2 ça ne fait pas une grosse différence. Alors, si vous regardez en bas complètement à droite, ce que ça montre, c'est que si vous avez placé parce que le but d'un portefeuille, c'est de créer un enrichissement réel. Donc, vous payez des impôts sur vos rendements, vous avez une inflation qui détruit une partie du pouvoir d'achat de ce rendement-là. Alors, ce que ça montre, là, puis je ne vais pas rentrer dans tout le détail des chiffres, là, mais si vous investissez 100 et vous le gardez pendant 35 ans, au bout de 35 ans, votre 100 qui est investi en titres à revenus, avec les chiffres moyens des 50 dernières années, là, votre 100 il vaut 149 après impôt, après inflation. Alors que si vous le placez en action, le 100 vaut 440 Donc, une plus-value de 340 contre 49 Fait que
Fait que quand vous regardez, vous dites, bien, 2 ça va pas l'être tant que ça de plus, mais ça fait une bonne différence au bout d'une longue période de temps. Et l'argument qu'on entend pour dire, bon, bien, pourquoi j'achète des titres à revenus plutôt que des actions, c'est de dire, ben oui, mais la volatilité est beaucoup plus grande. Et c'est vrai, parce que si vous retournez au tableau période d'un an, la volatilité est exprimée par la colonne qui s'appelle écart type. Ça montre comment est-ce que ça a bougé autour de la moyenne. Alors, vous voyez, pour les titres à revenus, la volatilité moyenne, c'est 7,2 alors que pour les actions, c'est plus que le double. Donc, ça a swingé pas mal plus avec un portefeuille action. Mais ça, c'est quand on le regarde pour un an. Mais si vous regardez, si vous exprimez votre volatilité sur des périodes de 2 ans, ou 5 ans, ou 10 ans, avec l'idée que peut-être qu'une année est exceptionnellement bonne ou mauvaise, mais elle va être compensée par une année qui va être l'inverse sur 2 ans, encore plus vrai sur 5 ans ou 10 ans. Donc, l'impact de la volatilité est énormément réduit parce qu'il y a un effet d'équilibre qui se crée puis de retour à la moyenne. Ça, vous le voyez, par exemple, sur les périodes de 10 ans. Si vous regardez l'écart type, qui est toujours la même colonne de volatilité, vous voyez que sur des périodes de 10 ans, l'écart entre la volatilité des titres à revenus et des actions, c'est 2,9 contre 4,5. Fait que l'écart est beaucoup moins grand. Vous allez conserver ce tableau-là. Si vous avez des questions plus tard à la période de questions, gênez-vous pas. Quand on fait référence à des obligations, il ne faut surtout pas aussi croire que le marché obligataire soit à l'abri du genre de perte que l'on connaît à l'occasion dans le marché boursier. Pensez-vous que vous remarqueriez si les obligations perdaient en une seule journée l'équivalent d'une baisse de 600 points sur l'indice Dow Jones? La réponse est non, car c'est arrivé il y a moins de 6 mois, alors qu'en une seule journée, les obligations gouvernementales de longue durée ont perdu 4,1 On n'a reçu aucun appel au bureau de gens qui nous ont mis sur cet élément-là de leur journée d'hier à l'oreille. Alors, ces mêmes obligations-là qui ont perdu 4,1 en un jour, bien, sur un an, avaient perdu 15 à ce moment-là, qui représente environ 5 ans de paiement d'intérêt, qui n'est pas négligeable. Un de nos partenaires de recherche favoris, MRB Partners, publiait en novembre dernier un rapport intitulé Long-Term Projections, An Era of Low Return Looms. Il présente leur vue du rendement de divers véhicules de placement et de régions géographiques pour les 10 prochaines années. Nous vous remettrons à la sortie ce document bien fait et instructif. On y dit qu'un portefeuille équilibré conventionnel procurera un rendement faible au cours de la prochaine décennie, bien en deçà des attentes des investisseurs. La faible performance des obligations sera la principale contrainte à un rendement intéressant, étant donné le niveau très bas des taux d'intérêt actuels. MRB prévoit que les obligations procureront un rendement annuel moyen sur 10 ans de moins de 1 en termes réels ou quelques 3 après une inflation d'environ 2 Par ailleurs, les actions procureront un bien meilleur rendement que les obligations, quoique moins élevé que la moyenne historique. Les bourses des pays développés, incluant les États-Unis, devraient produire un rendement annuel moyen de 5,5 alors que celles des pays émergents procureront 11,4 incluant 14,3 pour la Chine. Ainsi, MRB pense que les placements boursiers en Chine feront presque le triple par année pendant 10 ans de ceux des États-Unis. Nous sommes en accord avec la plupart des grandes lignes de ce rapport, mais croyons que MRB sous-estime le potentiel de hausse des marchés boursiers sur 10 ans. Et ne serions pas surpris de voir ceux-ci faire un peu mieux. Nous croyons que si le marché obligataire procure un rendement si anémique pendant 10 ans, les flux monétaires qui quitteront ce marché vers celui des actions sera plus grand que prévu et alimentera des ratios d'évaluation encore plus élevés, jusqu'à l'excès probablement et la formation d'une autre bulle. Mais on n'en est pas rendu là.